vous estimez que cette mobilisation a réussi à faire reculer les actes antisémites qu'on a vus pourtant toujours encore présents et de plus en plus décomplexés? En tous les cas, cette marche, elle a été un signal fort. Organisée en quelques jours, en dehors de tous les appareils, la présidente de l'Assemblée nationale et moi-même avons voulu envoyer un signal pour la République et contre l'antisémitisme. Ce qui s'était passé depuis le 7 octobre nous était insupportable. Le drame du 7 octobre, 1200 morts. 256 otages, 56 blessés, parmi les morts nos compatriotes, parmi les otages nos compatriotes. Et c'est le plus grand massacre, on a dit pogrom, de juifs depuis la guerre. Et puis on a vu, dès le lendemain, se développer, j'allais dire, une forme de langage qui allait plutôt vers ce que certains ont qualifié ensuite de négationnisme d'atmosphère. Et ce négationnisme d'atmosphère m'a amené d'ailleurs à parfois pousser ce que j'ai appelé un coup de gueule, parce que j'ai vu l'extrême gauche et l'islamisme radical ensemble tenter, avec certains médias, de mettre sur le même plan le terrorisme sur le sol israélien, le massacre du Hamas et un État souverain qui a le devoir de défendre ses concitoyens. Quand vous dites négationnisme d'atmosphère, ce sont des accusations de génocide que l'on a beaucoup entendu, notamment de la part de l'extrême gauche? Oui, négationnisme d'atmosphère, c'est d'abord que le Hamas est un mouvement terroriste qui a assassiné de manière délibérée. Ensuite, mais que pensez-vous de cette accusation de génocide? Pardonnez-moi, à reconnaître tout ce qui a été perpétré contre les femmes, les viols, les violences sexuelles, contre des enfants, comme s'il y avait une espèce de retenue qui, j'allais dire, teintée d'antisionisme, devenait de l'antisémitisme, faisant dire, allez, 50 ans après ce que disait Yankelevitch, l'antisionisme, quelque part, c'est une permission d'être antisémite. Un an après, sur le terrain, la situation militaire, la contre-offensive d'Israël a montré que la force de nuisance du Hamas est considérablement affaiblie et même peut-être aurait disparu. Est-ce que vous pensez qu'il est temps de démarrer au fond et de faire un appel pour une reconstruction en dehors des islamistes et de faire en sorte qu'il y ait une capacité de pouvoir retrouver une génération de confiance, comme on dit, du côté des Palestiniens? Écoutez, quand je me suis rendu en Israël, au mois de décembre dernier, je me suis rendu à Kfar Aza, j'ai été aussi à Ramallah, voir le président de l'autorité palestinienne. J'ai rencontré le président Herzog. J'ai été accompagné du président de la Knesset. Pour rebâtir, il faut d'abord un cessez-le-feu qui soit solide, pérenne. Et il y a un préalable, c'est la libération des otages encore en vie. Mais bien sûr, la solution à terme, je l'ai dit dès le mois de décembre dernier, elle est la solution à deux États qui vivent côte à côte, en sécurité et en paix. C'est naturellement pas un objectif, j'allais dire, pour demain. Mais pour après-demain, nous devons le conserver. Quelles sont les informations qu'a la France, que vous possédez sur justement la situation des otages, ceux qui sont encore en vie et aussi en particulier ceux qui sont des ressortissants français? Je pense d'abord à un ressortissant français qui a disparu au mois de mai. Sur Hernandez Rachmadou, la mère, sa maman qui est venue nous voir plusieurs fois, c'est une femme exceptionnelle et qui portait un témoignage très très fort. Alors il y a deux otages, messieurs Calderon et Yahya Holomi, bien sûr nous pensons à eux, mais je pense à tous les otages. Je pense à tous les otages. Voilà pourquoi la libération des otages est pour moi une exigence. Monsieur le Président du Sénat, vous parlez de ces otages. La France n'aurait-elle pas pu agir davantage pour obtenir la libération des otages, et notamment des otages français? Écoutez, je crois que nous avons les uns et les autres, le président de la République, les présidents d'assemblée, un certain nombre d'organisations fait le maximum. Je rappelle l'intransigeance aussi du Hamas
notamment sur les conditions d'un cessez-le-feu. Il y a un aveu d'impuissance ? Écoutez, face à la violence, à la brutalité, la puissance de la raison est parfois, j'allais dire, inférieure. Est-ce que la décision, et on voit bien la capacité opérationnelle aujourd'hui de l'État d'Israël d'avoir décapité l'état-major du Hezbollah, change la donne aujourd'hui? Je crois qu'il faut l'analyser. Vous savez, le Hezbollah, au fond, n'a pas combattu pour la souveraineté du Liban. Il a combattu pour ses propres intérêts. Le Hezbollah, pour moi, très attaché au Liban, c'est d'abord une organisation, elle aussi terroriste, qui a du sang français sur les mains. Je n'oublie pas Drakkar, je venais d'être élu. Drakkar, les parachutistes français, 58 parachutistes français, 200 soldats américains, mais aussi la rue de Rennes. Tout ceci, c'est Hezbollah. Et Hezbollah, il a pris, j'allais dire, en otage la souveraineté du Liban depuis des années. Et le 8 octobre dernier, Hezbollah, en multipliant les roquettes contre le nord d'Israël, a conduit près de 140 000 Israéliens à devoir quitter leur terre, à partir de chez eux, à connaître la situation de population qui se réfugie. Ces propos que vous prononcez et cette qualification du Hezbollah, on n'a pas entendu de la part du président de la République, Emmanuel Macron, donnant le sentiment qu'il y avait une forme de ménagement à l'égard du Hezbollah. Pourquoi, selon vous, écoutez, cette précaution? Moi, je considère que le Hezbollah, par les actions qu'il conduit, par le non-respect de la souveraineté de l'État libanais, s'est mis en dehors, j'allais dire, de ceux qui le qualifient simplement de mouvement politique. C'est un mouvement terroriste. N'oublions pas que, j'allais dire, il a été aussi le complice d'El-Assad en Syrie, dans la répression contre ceux qui voulaient plus de liberté et plus de démocratie en Syrie. Moi, j'oublie pas. L'élimination de son chef a suscité des réactions pourtant très contrastées. Les États-Unis parlent de mesures de justice. La France, elle, s'est contentée d'évoquer la situation des civils. Alors Hassan Nasrallah était-il simplement, comme l'a dit un journal du soir, un homme charismatique? Écoutez, c'était d'abord le chef d'une organisation terroriste. Et ce chef d'une organisation terroriste, il a des responsabilités extrêmement fortes. Je rappelle qu'il prenait le Liban en otage. Pourquoi êtes-vous le premier à le dire aujourd'hui? On n'a pas entendu le président de la République. Écoutez, dire, ni le ministre des Affaires étrangères. Moi qui crois profondément que le Liban doit retrouver sa pleine souveraineté, qui doit être respecté par ses voisins, y compris Israël. Ne me croyez pas plus tendre avec Israël sur ce sujet. Eh bien, je pense que il faut qu'on écrive demain, et c'est la responsabilité de la France, à aider à créer une nouvelle page d'un avenir pour le Liban qui retrouve la possibilité d'être un État à la fois multiconfessionnel, démocratique et qui vit en paix. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Sénat, de nous avoir accueillis, Michaël Darmon et moi, ici dans les salons du Sénat.